Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Christine Bouillot. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir Philippe David. Bonsoir Christine Bouillot. C'est notre dernière de la semaine. Mais alors, ça a été à une vitesse. Vous qui êtes toulousaine, c'est elle à la vitesse du Concorde lorsqu'il volait. Ou le Capitole. Oui, le Capitole. Alors là, par contre, la ligne Polt, ça roule moins bien. Ça roule beaucoup moins bien. En tout cas, je suis ravie ce soir encore. On salue nos amis toulousains. Ce soir, pour les vraies voix avec cette émission au sommaire tout à l'heure, on va évidemment revenir sur l'affaire de Nantes pendant cette émission. Vous l'avez entendu dans l'info de Sud Radio. Mais notre grand débat ce soir à partir de 17h30, on va revenir sur le phénomène TikTok, puisqu'en Australie, c'était il y a quelques semaines, les mineurs de moins de 16 ans n'ont plus accès à des plateformes comme TikTok. C'est une décision du Premier ministre australien qui ne veut plus voir les jeunes passer leur temps sur des applications qui, selon lui, fragilisent la pression sociale, l'anxiété, les escrocs et les prédateurs en ligne. Et il y a une commission d'enquête parlementaire actuellement qui est menée à l'Assemblée nationale avec un appel d'ailleurs aux Français sur cette commission pour leur demander s'ils craignent, comment ils fonctionnent avec TikTok, parce que véritablement c'est une mesure et c'est un phénomène de société dont on va parler. Alors parlons vrai. Est-ce que l'application d'une telle mesure en France serait applicable? Et à la question, faut-il interdire TikTok aux moins de 16 ans? Vous dites oui à 82%. Vous voulez réagir, Aude, et aucun appel n'est interdit. Vous attend au 0826 300 300. Et notre invitée tout à l'heure pour en parler, Rebecca Ayoun, psychologue clinicienne, psychothérapeute, spécialiste de l'enfance et de l'adolescence. Elle va venir avec nous tout à l'heure pour en parler évidemment sur le phénomène TikTok et l'incidence des réseaux sociaux sur les jeunes de moins de 16 ans. Et puis le coup de projecteur tout à l'heure à 18h40 dans la deuxième heure. Ce coup de massue pour les salariés d'ArcelorMittal, l'entreprise de sidérurgie entend donc supprimer plus de 600 postes sur ces 7 sites du nord de la France, particulièrement touchés le site de Dunkerque. Certains seront délocalisés en Inde ou en Pologne. Alors parlons vrai. Est-ce que si Arcelor, avant qu'il s'appelle ArcelorMittal, était resté dans des mains françaises, on aurait pu sauver ses emplois? Et à la question ArcelorMittal, la réindustrialisation est-elle un leurre? Vous dites oui avec un score brejnevien de 97%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et notre invité sur cette question, ce sera une vraie voix d'ailleurs, c'est Loïc Le Floch-Prigent. On lui passera un coup de fil. Il est industriel évidemment, dirigeant d'entreprise. Loïc Le Floch-Prigent tout à l'heure à partir de 18h40. Vous nous appelez? Les vraies voix Sud Radio. Je voulais juste dire le 0826 300 300. Ah oui, on peut le répéter. Et c'est Tristan qui vous attend et qui est au bout du téléphone avec Aude et qui vous attend au 0826 300 300. Notre vraie voix, nos vraies voix ce soir que je salue, Philippe Bilger. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Mais oui, président de l'Institut de la Parole, auteur de Me Too Much aux éditions Léopold. Vous êtes sur TikTok, je crois. Non? Oui, non. Alors justement, j'expliquerai comment j'y suis. Et donc, j'ignore tous les méfaits par ailleurs. Vous êtes toc-toc aussi également, il paraît. Attention, si vous attaquez comme ça, Philippe... Arrêtez, sinon je parle de vos avant-bras poilus. Allez, avec nous aussi ce soir, Sébastien Ménard. Bonsoir Sébastien, entrepreneur dans la food tech, patron de Presse Libre, et Bérangère Dubuche, chef d'entreprise et dirigeante de l'UIC, syndicat des courtiers en crédit. Vous allez bien tous les deux? On va très bien, je vais très bien et j'espère que vous aussi. Et vous Sébastien, ça va? Je vais beaucoup mieux quand je suis avec vous. Oh c'est beau ça. Non mais là il flatte pour le qui c'est qui qu'il a dit ou il excelle en général. Là il achète ce public, il achète le jury, c'est pas possible. Moi je ne me bats plus contre lui. J'ai embêté Philippe David tout à l'heure en pleine préparation du c'est qui qu'il a dit et il m'a rien lâché. Oui. Voilà. Surtout que c'est moi qui vais donner les questions dans le désordre. Non mais on mettait le montant pour avoir les réponses. D'accord, c'est bien. Allez, on a du côté de Courbevoie, notre auditrice aujourd'hui, c'est Sophie. Bonsoir Sophie. Bonsoir Sophie. Bonsoir à toute l'équipe. Comment ça va Sophie? Ça va super bien. C'est vrai? Qu'est-ce que vous faites à Courbevoie? Là tout de suite, je vais rentrer chez moi. Mais dans la vraie vie, comme on dit. Je suis commerciale. Très bien. Magnifique. Très bien. Vous êtes notre auditrice ce soir et vous aviez un coup de gueule à passer. Oui, je suis écœurée de la manière dont les politiques utilisent l'argent public n'importe comment, sans avoir jamais de compte à rendre à personne, qui peuvent dégrader les comptes de la nation et s'en aller comme une fleur. Et après, on demande à la classe moyenne d'éponger toutes leurs bêtises. Voilà. Si vous et moi on faisait ça dans la vie quotidienne, il y a belle lurette qu'on aurait les huissiers à notre porte. Mais eux, l'argent public, il y a aucune, il y a pas de limite. Oui, il n'y a pas de limite. La Cour de compte n'a qu'un avis consultatif.
Voilà, on n'a qu'à regarder et payer à la fin leurs bêtises. Ça s'appelle pas forcément de la gestion de bon père de famille, Philippe. Je trouve que Sophie est un peu rude, mais je crois qu'elle exprime un point de vue très largement majoritaire. Oui, c'est souvent ce qui ressort quand arrive en plus le moment de la déclaration d'impôt. Et c'est ce qu'on ressent. Vous êtes d'accord? Je pense que Sophie, en fait, résume très bien. Vous savez, c'est gratuit parce que c'est Nicolas Quipé. Je ne sais pas si vous connaissez ce nouveau personnage fictif. Non. Qui est Nicolas Quipé sur Twitter. Je vous invite à le suivre. Nicolas, en fait, c'est celui qui finance tout ça. C'est-à-dire, c'est celui qui, par ses impôts, va financer l'ADEME qui dit qu'on doit garder son slip une semaine. C'est celui qui va financer le chèque gratuité, l'argent magique, le chèque lire, le chèque centre aéré, le chèque vacances. C'est Nicolas. Nicolas qui paye. Et là, Nicolas, il est un peu tendu, parce que c'est la période de déclaration d'impôt, voilà. Et moi, je suis en train de faire mon bilan. Je suis chef d'entreprise, ça fait 20 ans. Et si moi, je présentais à mon comptable, chaque année, un bilan en déficit, mais qu'en plus, il était en déficit parce que je vais au resto ou que je prends l'avion, vous savez tous que je serai au tribunal avec des menottes, en fait. Donc, on va quand même avoir un problème juridique. C'est comment, aujourd'hui, on peut avoir des politiques qui ne sont jamais responsables, alors que n'importe quel petit micro-entrepreneur, lui, il est. Donc, merci, Sophie, de lancer ça. Et je vous invite à suivre Nicolas Quipé. Aujourd'hui, il y a quand même un mouvement de fond de gens qui en ont ras-le-bol. Après Nicolas qui paie, Sébastien qui parle. Excellent, excellent. Non, mais c'est bien amené parce que c'est très vrai. On se pose rarement les mêmes questions que nous autres entrepreneurs nous posons chaque jour, chaque fin de semaine, chaque fin de mois. C'est-à-dire que on a évidemment un mur de charges à affronter, un certain nombre d'obligations réglementaires. En tout cas, dans mon métier, il y en a beaucoup. Et puis à la fin de la fin, il faut faire en sorte que l'équation financière, que l'hypothèse de travail qui nous pousse à nous lever chaque matin soit rentable. Voilà, et pas nécessairement pour s'en foutre plein les poches. D'abord pour honorer les engagements qu'on a vis-à-vis de nos salariés, payer les traites, les salaires, les fournisseurs. Et c'est vrai qu'on a parfois le sentiment que celles et ceux qui administrent notre pays, je ne veux pas parler de notre collectivité parce qu'on n'a pas le droit de voter des budgets en déficit dans les collectivités, mais ceux en tout cas qui administrent au plus haut sommet de l'État un certain nombre de grands pans de l'économie, devraient de temps en temps redescendre dans nos entreprises. Peut-être que nous pourrions les accueillir en stage. Mais il y avait quelqu'un, je me souviens, qui avait proposé de venir une semaine en stage dans les entreprises avant de prendre un ministère. Ça serait pas mal, au compte public. La mode serait, paraît-il, on voudrait à la tête de l'État un chef d'entreprise. On a vu ce que ça donne à la mode. Oui, mais mais c'est même pas ça. Moi, je dis juste que 17% des chefs d'entreprise qui liquident pensent au suicide. Moi, en 2019, j'ai pleuré tous les matins avant d'arriver au bureau dans le parking parce que c'était très dur, qu'on a une crise très dure, les courtiers, parce que je savais pas payer les salaires, en fait. Je crois qu'il y a aucun homme politique aujourd'hui qui est en déficit, qui pleure tous les matins dans sa voiture, dans son parking. Je pense qu'il n'y a aucun homme politique qui pense à se suicider quand son budget n'est pas à l'équilibre. Ça, c'est la différence. Heureusement, ça fait 51 ans qu'on n'a pas un budget en équilibre. Sinon, là, il y aurait une vague de suicides. Et ne mettons pas les hommes et les femmes politiques tous dans le même panier non plus. Ne sanctifions pas les chefs d'entreprise de grâce. C'est vrai. Non plus. Surtout qu'on va parler tout à l'heure d'argent public qui a servi un grand groupe. Donc, on va voir ça. Allez, c'est déjà parti sur... Merci Sophie, on est parti sur des charbons ardents. Et vous restez avec nous, vous êtes notre auditrice du jour et on vous retrouve tout à l'heure pour le c'est qui l'a dit et c'est vous qui allez lancer le jingle. Donc faites comme moi, vous vous entraînez toute l'après-midi pour arriver à le dire correctement. Allez, dans un instant, on va retrouver Félix Mathieu avec les 3 mots de l'actu et aussi le réquisitoire de monsieur le procureur. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Christine Bouillot. Et en compagnie de nos vraies voix ce soir, Philippe Bilger, le président de l'Institut de la Parole et auteur aux éditions Héliopole de ce livre Me Too Much, Sébastien Ménard, entrepreneur dans la foodtech, patron de Presse Libre, et Bérangère Dubuc, chef d'entreprise dirigeante de l'UIC, syndicat des courtiers en crédit. Nos vraies voix ce soir, et dans un instant on va retrouver les 3 mots de l'actu de Félix Mathieu qui sont ce soir... Qui sont couteaux, bombardements et retrait. On va parler évidemment de cette lycéenne tuée à Nantes, 3 élèves blessés, un élève en a poignardé d'autres. On va parler aussi de cette frappe russe sur la capitale ukrainienne qui a fait, selon le dernier bilan, au moins 12 morts et 90 blessés. Et puis d'Emmanuel Macron qui refuse de retirer sa Légion d'honneur à Nicolas Sarkozy, vient de le dire à Madagascar. C'est presque léger comme information par rapport à tout le reste. Allez, tout de suite, c'est le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et c'est sur Donald Trump que voulait requérir monsieur le procureur qui fait quelque part un accord de paix avec Poutine dans le dos de Zelensky. Oui, alors,
tout de même, Donald Trump commence un petit peu à faire plus que m'inquiéter. Voilà un homme qui dit qu'il est parvenu à un accord avec le président, avec le dictateur Poutine sur la Crimée. Et bien sûr, Poutine approuve la position américaine. Zelensky, à juste titre, proteste contre ce qui vient d'être dit et paraît-il acquis. Et pendant ce temps-là, le dictateur Poutine continue à tuer tranquillement en Ukraine. Alors, je me dis qu'il y a une erreur quelque part. Évidemment, l'erreur, elle est dans la stratégie absolument incompréhensible d'un Donald Trump qui est de plus en plus contesté au sein des États-Unis et qui est en train de ruiner toute une diplomatie qui avait fait ses preuves. C'est une honte sur le plan moral, je dirais, et sur le plan diplomatique. Sébastien Ménard. On est malheureusement parfaitement dans le déroulement, je dirais, du plan Poutine. Voilà, Poutine, il n'est pas intervenu, il n'a pas annexé la Crimée sans avoir prévenu, je dirais, à la fois les Ukrainiens et à la fois, je dirais, la communauté internationale. Il l'a fait, ça a évidemment débordé, c'est-à-dire que partout où les communautés russophones étaient majoritaires et étaient, selon ses dires, alors c'est vrai ou partiellement vrai, mais c'est pas complètement vrai, menacées par, je dirais, le pouvoir central ukrainien. Aujourd'hui, ce que cherche à faire Poutine, c'est évidemment arrêter la guerre. Il n'a aucun intérêt à poursuivre cette guerre, parce que c'est quand même 1,5 million de morts de chaque côté, hein. Rappelons-le, contrairement à ce que nous raconte la propagande russe, c'est-à-dire quand les autorités russes rapatrient un soldat russe, les Ukrainiens envoient rapatrier 20. Enfin voilà, mais tout ça est complètement faux et fantasque. La réalité, c'est que Poutine doit arrêter cette guerre. Mais il doit arrêter cette guerre en gagnant cette guerre. Et pour gagner cette guerre, il a juste besoin de faire entériner quelque part ce pourquoi il a engagé cette guerre, c'est-à-dire le Donbass, la Crimée, qui deviennent russes. Bérangère Dubu. Je regrette juste que la France et l'Europe n'aient pas une voix plus importante, puisque finalement, regardez, on dit que c'est bien Trump qui fait la pluie et le beau temps. Et il est dommage qu'on n'ait plus la force de se faire entendre, mais quand un pays, et c'est le nôtre, est en faillite, forcément, il ne pèse plus très lourd sur la scène internationale. Donc on doit s'en remettre à de nouveaux pouvoirs qui sont finalement plus audibles que nous. Grâce au président Macron, il faut lui reconnaître ce mérite, l'Europe parle. Il est le seul qui a dénoncé les mensonges de Poutine pendant qu'il continue à bombarder et à tuer. Il faut, sur ce plan, mais ça n'infirme pas votre point de vue, il est irréprochable. Mais là, et là, je ne suis pas de votre avis, Sébastien. Poutine veut-il terminer la guerre? On peut en douter. Il veut simplement, là pour le coup, moi je m'inscris en faux par rapport, et une fois n'est pas coutume par rapport à ce qu'a dit le président Macron, je ne suis pas d'accord avec lui. Poutine, je ne suis pas pro-Poutine, mais il ne défend personne. Poutine veut aujourd'hui la paix, mais il veut une paix, je dirais, après une guerre qu'il a gagnée, c'est-à-dire après avoir annexé. Mais s'il veut la paix, pourquoi il bombarde Kiev en pleine nuit, là? Mais c'est pour pousser très clairement le président Zelensky et les Russes les mettent à genoux, parce que c'est ce qu'ils essayent de faire. Parce qu'aujourd'hui, le seul moyen, parce qu'on voit que Trump a essayé de peser, mais Trump ne pèse de rien du tout dans cette histoire. Il a simplement essayé de profiter d'une occasion pour aller dépecer, lui, après d'autres, dépecer ce qui reste en Ukraine. Oui, voilà, surtout récupérer les terres rares et les métaux. Votre point de vue est surprenant, Sébastien. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps, mais ça aurait été intéressant. Mais on va y revenir. Et parce que là, on va en parler factuellement aussi de ce qui s'est passé. C'est avec les 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont couteau, bombardement et retrait. L'horreur dans un collège-lycée à Nantes ce midi. Une élève tuée, 3 autres lycéens blessés. Un élève armé d'un couteau est entré dans les classes pour en poignarder d'autres. Vladimir, arrête! Exclamation en majuscule de Donald Trump sur les réseaux sociaux après ce bombardement russe de la nuit dernière sur Kiev. Au moins 12 morts et 90 blessés. Volodymyr Zelensky écourte sa visite en Afrique du Sud. Et puis Emmanuel Macron ne retirera pas la Légion d'honneur à Nicolas Sarkozy. Il l'a dit à Madagascar. Le chef de l'État déplore aussi le manque de sérieux de l'agence Bloomberg après l'info démentie sur son envie de redissoudre l'Assemblée nationale. Les vraies voix Sud Radio.
Les ministres de l'Intérieur et de l'Éducation, Bruno Retailleau et Elisabeth Borne, se rendent à Nantes ce soir après cette scène d'ultra-violence. Un élève de 16 ans, cagoulé, armé de 2 couteaux, est entré dans 2 classes avant de poignarder 4 lycéens. L'une d'entre elles a succombé, les 3 autres sont blessés. L'auteur de l'attaque a été maîtrisé par des enseignants. Selon les premiers témoignages d'élèves, il aurait envoyé un mail avec 13 pages de revendications. Certains évoquent un élève du nom de Justin, connu pour être dépressif et, je cite, fan de Hitler. En tout cas, Ludivine, une mère d'élève, est arrivée en panique aux abords de l'établissement privé tout à l'heure. Quand on apprend que votre fille elle est dans la classe où ça s'est passé et qu'on n'en sait pas plus, on sait juste qu'il y a eu un décès et qu'il y en a un autre qui n'est pas très en point. Quand on n'a pas une seule nouvelle de qui on peut se poser la question de savoir si c'est pas la nôtre, quoi. Alors qu'elle travaille bien, elle est sérieuse, elle est gentille, mais ça paraît à n'importe qui, quoi. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de tête, il n'y a rien, quoi. Maintenant, je vous dis, pour un oui, pour un non, on sort un couteau et on plante les gens, les gamins, les vieux, les jeunes, les parents de bonne famille et autres. Voilà, tout va bien en France. Un témoignage de cette parent d'élève recueilli par l'agence France Presse. Nouveau drame donc lié à cette question des armes blanches. Pour rappel, les ministres de l'Éducation et de l'Intérieur avaient appelé le mois dernier à mener des contrôles aléatoires aux abords des établissements scolaires. Ils arrivent donc à Nantes en ce moment même. On va se demander si on va pas... Il y a un souci, ouais. Il y a quelque chose de l'horrible influence américaine. Hein. Ça devient très préoccupant. Mais en France, c'est par des couteaux. Aux États-Unis, c'est par des armes à feu, voire des armes automatiques. Mais la manière dont il a procédé, ça ressemble un petit peu. C'est de la folie pure. Enfin, va-t-on arriver à ce que on évoque régulièrement cette installation, je sais pas, de détecteurs de météo, de portiques de sécurité? La question, c'est pas les couteaux. J'ai toujours eu des couteaux suisses, des Opinel. Je suis du Sud. Mes enfants ont tous des couteaux. J'offre le premier couteau à mes enfants et mes neveux dès en général 6 ans, la première communion. Je suis très émue. Hein. Je me dis juste que il y a une jeune fille qui est l'âge de la mienne et qui se mariera jamais, qui aura jamais d'enfant, qui aura jamais son bac, et qui a une mère ce matin qui l'a embrassé comme moi je vais embrasser chacun de mes enfants avant de prendre le train pour aller à Paris, et qui ne reverra pas sa fille. Et ce drame est catastrophique. Et on devrait se demander comment on fait. Et je n'excuse jamais les auteurs, jamais. Mais pourtant aujourd'hui, je me dis comment un gamin de 15 ans on est arrivé à faire ça. Comment on a échoué. Comment on leur donne plus d'espoir. Il y a quelque chose qui devrait tous nous interroger, je crois, en tant que société. Comment un enfant peut être meurtrier, comment un autre enfant a pu mourir, et à part apporter le soutien, l'affection et éviter de politiser ça, je pense pour les parents, il n'y a pas grand-chose à faire aujourd'hui. Sébastien Ménard, c'est vrai qu'on est dans une époque où les coups de couteau, ça tombe régulièrement dans les écoles, dans la rue, un peu partout. Ça tombe un peu partout, et puis moi je retiens surtout ce que nous dit Félix, c'est qu'un signalement de 13 pages a été fait. Alors est-ce que ce signalement a été fait 2 heures avant, auquel cas on ne peut pas faire grand-chose. C'est très incohérent, très confus, donc on ne va pas faire de conclusions actives. Mais si il y a effectivement des signaux qui quelque part caractérisent le mal-être de celui qui est passé à l'acte et qui a enlevé la vie évidemment d'une jeune fille aujourd'hui malheureusement et qui a blessé très gravement 3 autres jeunes. C'est effectivement, c'est encore une fois, c'est comment la société peut fabriquer ça, comment la société peut laisser un certain nombre de signaux quelque part sans réponse, et ça aboutit à des drames humains indescriptibles. Certaines sources aussi évoquent il connaissait la jeune fille avec qui il aurait eu une relation, on va dire, amicale, un peu plus amoureuse. Voilà, donc les conclusions sont quand même très compliquées. Oui. Le procureur devait faire une conférence de presse, si je m'abuse, Félix, ce soir, mais ça a été à 19h, mais ça a été reporté. Donc je pense que pour l'instant, on est dans l'émotion. Et permettez-moi de dire que tous ceux qui en font leur beurre en ce moment sur les réseaux sociaux, je trouve ça absolument déplorable. On est bien d'accord. Le deuxième mot, bombardement avec ces nouvelles frappes russes sur la capitale ukrainienne. Le bilan monte à au moins 12 morts et 90 blessés, donc après ces bombardements de la nuit dernière à Kiev, ces frappes russes. Anna, une habitante, raconte avoir frôlé la mort au cours de ces instants de cauchemar. Chaque fois qu'il y a une alerte, nous descendons dans l'abri. J'ai eu la chance d'habiter tout près. Si j'avais habité un peu plus loin, je n'aurais pas pu m'en sortir avec mes 2 enfants, l'un de 5 ans et l'autre de 14. Les réveiller au milieu de la nuit et courir vers le bunker, c'est un véritable miracle que nous ayons été sauvés grâce à l'alerte et que nous soyons descendus immédiatement. C'était effrayant, très effrayant. Surtout lorsque nous avons couru, il y a eu une explosion, puis une autre. Ça s'est propagé comme une vague. Les gens couraient couverts de sang, ils criaient. Il y avait des enfants, c'était vraiment terrible. Je sais pas, je ne comprends pas comment ça peut se produire dans le monde moderne. Anna, une habitante de Kiev au micro AFP de Serguy Volsky avec la traduction d'Amélie Béguin pour Sud Radio. Volodymyr Zelensky a écourté sa visite en Afrique du Sud après ça. Même Donald Trump s'est ému de ce bombardement russe sur son réseau social. Vladimir, arrête, écrit le président des États-Unis en majuscule, lui qui hier encore renvoyait dos à dos Kiev et Moscou en voulant pousser l'Ukraine à céder sur la question de la Crimée. Côté français, en tout cas, le président Macron appelle Vladimir Poutine à arrêter de mentir en prétendant
vouloir la paix tout en bombardant l'Ukraine. C'est ce que dit Emmanuel Macron. Allez, presque plus léger pour ce troisième mot, c'est retrait, puisqu'Emmanuel Macron, encore lui, mais refuse de retirer la Légion d'honneur à Nicolas Sarkozy. Oui, l'ancien président définitivement condamné désormais dans l'affaire des écoutes. Il purge sa peine sous bracelet électronique en attendant de connaître la décision du tribunal dans une autre affaire, celle du financement supposément libyen de la campagne présidentielle de 2007. Pour certains, sa condamnation en appel confirmée en cassation devrait remettre en cause sa Légion d'honneur. Mais en tout cas, c'est pas l'actuel grand maître de l'ordre qui va la lui retirer. Emmanuel Macron vient de le dire depuis Madagascar. Il y a des décisions de justice et le président de la République que je suis n'a pas à les commenter parce que je suis à la fois le garant de nos institutions et aussi d'une autorité judiciaire qui doit pouvoir agir de manière sereine. Moi, je pense que c'est très important que les présidents, évidemment, et les anciens présidents soient respectés. Et donc, le président de la République que je suis en tant que grand maître ne prendra aucune décision de ce type. Emmanuel Macron qui, au passage, le réaffirme. Si jamais vous doutiez du tweet de l'Élysée hier qui démentait une info d'une agence de presse américaine, non, redit-il, cette fois de vive voix, il n'a pas de plan de dissolution de l'Assemblée nationale pour l'automne prochain. J'ai vu qu'un de vos confrères avait écrit n'importe quoi. C'est pas sérieux de la part de Bloomberg d'avoir écrit ça, en répétant ce que des gens qui, je ne sais pas où vous avez cette information, ont dit. J'ai jamais dit une telle chose, ni envisagé une telle chose. J'ai fait des choses qui parfois n'étaient pas comprises. C'est sans doute le cas de la dissolution. Je pensais qu'elle était nécessaire parce que je voyais les gens se diviser, la colère monter. Ça n'a pas été compris, mais j'espère réussir à la réunifier autour de cela et de ces voix plurielles qui quand même sont là et doivent travailler ensemble. Le président à Madagascar pour la fin de sa tournée dans l'océan Indien. Merci Félix. Allez, on enchaîne dans un instant. L'Australie a décidé d'interdire, c'était il y a quelques semaines, TikTok aux moins de 16 ans. Une commission d'enquête parlementaire fait des appels à témoins pour savoir comment on utilise TikTok. Alors l'objectif, c'est de protéger les jeunes de la pression sociale et des dangers en ligne, notamment du réseau social chinois. Alors parlons vrai. Est-ce que l'application d'une telle mesure en France serait faisable? Et à cette question, faut-il interdire TikTok aux moins de 16 ans? Vous dites oui à 82%. Vous voulez réagir au Délivrer Voix, attendre vos appels au 0826 300 300. Et pour nous éclairer, notre invitée Rebecca Ayoun, bonsoir. Bonsoir. Psychologue clinicienne, psychothérapeute spécialisée dans l'enfance et l'adolescence et vous exercez au centre médico-psycho-pédagogique. Petite question simple, à partir de combien de temps par jour vous considérez l'utilisation de l'écran pour un jeune comme une addiction ? Eh bien, ça ne se mesure pas en nombre d'heures, mais plutôt en impact sur la vie quotidienne et en sentiment de perte de contrôle surtout. Eh bien, on va en parler avec vous dans un instant sur Sud Radio. C'est les vraies voix ce soir. Vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Christine Bouillot. Et avec nos vraies voix ce soir, Philippe Bilger, Sébastien Ménard, Bérangère Dubu, on va revenir avec vous trois dans un instant sur les grands débats qui nous agitent, mais on est déjà bien en forme, Philippe Bilger. Mais il faut. Il faut. Et vous avez très bien choisi les sujets, tout de même. Ils sont tragiques parfois. Ah oui, c'est tragique ce soir. Mais en même temps, ils sont passionnants. Allez, dans un instant, c'est le premier grand débat qui s'offre à nous sur Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Alors on a choisi de parler de TikTok ce soir. Petit rappel, il y a quelques semaines, c'est l'Australie qui décide d'interdire aux moins de 16 ans l'accès aux plateformes comme celle de TikTok pour ce que le Premier ministre australien considère bien que les jeunes passent trop de temps sur ces applications qui, selon lui, favorisent la pression sociale, l'anxiété, les escrocs et les prédateurs en ligne. Et chez nous en France, qu'est-ce qui se passe? Il y a une commission d'enquête parlementaire qui a démarré il y a quelques semaines ses travaux et hier, cette commission a lancé un appel. Vous pouvez aller sur le site de l'Assemblée nationale et vous répondez sur votre utilisation des réseaux sociaux et notamment sur tout ce que vous pensez de TikTok parce qu'il y a une réflexion qui est faite autour du réseau social chinois qui est une vraie question aujourd'hui presque de santé publique. Absolument Christine, et parlons vrai. N'est-ce pas plutôt aux parents qu'à des lois de gérer le temps d'écran de leurs enfants? Et à cette question, faut-il interdire TikTok aux moins de 16 ans? Vous dites oui à 82%. Vous êtes parent, vous avez des enfants qui sont accros aux écrans et vous n'arrivez pas à les en décrocher. Venez témoigner au 0826 300 300. Et on est avec notre invitée qui est la Rebecca Ayoun. Je rappelle que vous êtes psychologue, clinicienne et psychothérapeute spécialisée dans l'enfance et l'adolescence. Alors, avant la pause, vous nous disiez que cette question de TikTok, cette dépendance aux écrans, c'était pas en nombre d'heures, mais ce que ça engendrait.
C'est un peu ça l'idée. Est-ce que vous êtes accro aux écrans et aux réseaux sociaux, Philippe Bilger? J'espère que non, mais montrez-moi votre téléphone et votre temps d'écran, s'il vous plaît. Non, moi, d'abord, je continue à soutenir les réseaux sociaux dans la mesure où ils peuvent présenter le meilleur d'eux-mêmes pour la communication avec autrui et l'affirmation des idées. Mais quand j'entends parler depuis des mois des dysfonctionnements des réseaux sociaux, et je les constate sur X par exemple, eh bien je suis amené moi-même à m'interroger sur l'utilisation que je fais de TikTok. TikTok, je n'en vois pas les méfaits, puisque je me contente avec un total narcissisme d'adresser des messages sur des sujets divers, admiration littéraire, politique, contestation, mais je ne sais pas ce qui se passe ailleurs sur TikTok. Et je suis obligé de constater qu'il y a des méfaits considérables qu'il faut corriger d'une manière ou d'une autre. Et les deux autres voix ont des enfants qui sont en âge d'aller sur TikTok. Tiens, Sébastien Ménard. Mes enfants font partie des 70% d'utilisateurs de TikTok qui ont moins de 24 ans. Je viens de vérifier. La réalité, c'est que sur TikTok, à part Philippe Bilger et quelques exceptions... Je sais pas où vont mes enfants. Ça vole, et je vais pas me faire que des copains. J'ai même d'anciens collègues qui y bossent, mais honnêtement, ça vole pas bien haut. Franchement, sur la forme et sur le fond, quand on va sur TikTok, il n'y a pas grand chose à y apprendre. Et encore une fois, ce que je dis pour protéger mes vraies voix préférées n'engage que moi. Enfin bref, oui, il y a un intérêt, en tout cas pour le législateur, de regarder ce qui s'y passe d'un peu plus près. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils lancent en plus, pour le coup, une fois n'est pas coutume, une consultation citoyenne. Donc c'est pas une commission d'enquête avec quelques descendantes en fait. Quelques non spécialistes, parce que je suis pas certain que la plupart des parlementaires, à part si effectivement ils ont quelques enfants, et certains en ont, susceptibles d'être des utilisateurs et des utilisateurs de TikTok. Donc c'est plutôt bien ce qui est en train d'être fait. Mais la réalité sur laquelle on va tomber, à mon avis, elle n'est pas bien glorieuse. Parce qu'encore une fois, sur le fond et sur la forme, à part Philippe Bilger, ça ne vole pas bien au TikTok. X fait bien. Bérangère Dubuc. La question des réseaux, elle est très complexe parce que nos enfants ont des smartphones, j'en ai 4 moi aussi, et parce que ça me rassure, je peux les localiser, je peux les appeler. Vous avez 4 enfants, pas 4 smartphones. 4 enfants, et donc je sais même pas comment j'ai de smartphone, du coup, et tous ces enfants, ce qu'ils perdent, mais ils doivent aller sur école directe. L'école nous demande qu'ils aient des smartphones, qu'ils aient des ordinateurs, ils ont des tablettes, donc on est quand même envahi. Donc effectivement, l'interdiction, j'y crois peu. J'ai essayé 50 contrôles parentaux, j'ai essayé les punitions, j'ai essayé le panier dans l'entrée. Effectivement, c'est très complexe parce qu'à part la pédagogie et être là en permanence, on peut pas déléguer ça, que ce soit, je crois, hélas, à une loi ou à un contrôle parental, on est obligé d'être derrière. Et surtout, le plus important, quand je m'étais inquiétée pour mon aîné à l'époque, j'avais vu une psychologue pour m'aider à comprendre les réseaux, parce que voilà, au début, on veut bien faire, les derniers, on s'en fout, mais les aînés, on fait bien. Et sur l'aîné, elle m'avait dit, tant qu'il vous parle de ce qu'il voit, tout va bien. Donc moi, mes enfants, je leur demande, tu regardes qui comme youtubeur, tu regardes qui, tout. Et tant que nos enfants nous racontent, qu'ils nous voient, qu'ils me montrent leurs vidéos, que je les regarde, ça fait. Et juste pour finir, quand je leur dis qu'ils font trop d'écran, ils me répondent pas pire que leur grand-mère sur Candy Crush. Et ils n'ont pas non plus très tort, et pas pire que moi qui suis sur LinkedIn toute la journée, qui fait un post par jour. Donc on a tous des addictions un petit peu aux réseaux différentes, et c'est très compliqué. Et si je peux me permettre, on se suicide pas quand on joue à Candy Crush. Pardon. On est d'accord. Ça c'est vrai. Alors on va essayer d'y voir clair, et comment déjà en tant que psychologue, vous êtes au contact d'adolescents, d'enfants, l'addiction aux écrans, les effets néfastes des réseaux sociaux, vous le constatez, j'imagine, à peu près tous les jours. Oui, malheureusement tous les jours, mais je crois que ce qui est fondamental dans l'utilisation des réseaux, c'est vraiment l'âge auquel le réseau va être utilisé. Alors, vous disiez que vous n'aviez rien contre... Le grand âge, ça. Oui, Philippe Bilger adolescent, c'est pas très crédible, soit dit en passant. Disons qu'en tout cas, à l'adolescence, ça présente un vrai risque. L'adolescence, c'est une vraie période de grande vulnérabilité, et notamment en termes de narcissisme et d'assises narcissiques. Et c'est là où toutes les cartes vont se rejouer, tous les conflits intrapsychiques vont être réactualisés. D'ailleurs, on lit un adolescent au regard de son enfance, de ce qu'il a vécu en termes de sexualité infantile, en termes de rapport à ses relations primaires d'objets. Donc, si vous voulez, l'adolescent peut se comprendre et s'expliquer en fonction de ce qu'il a été en étant petit, en tant qu'enfant, que tout petit. Et c'est vrai que à cet âge-là, il y a une grande réactualisation. On parle de
mutation, on parle de remaniement psychique, on parle de période à haut risque, de haute vulnérabilité. Et c'est vrai que du coup, tout ce qui est en lien avec le narcissisme et qui va venir un peu titiller et jouer sur le narcissisme, ça peut être des grands risques à l'adolescence. Et c'est en ça qu'il faut faire attention. C'est pas forcément le nombre d'heures, c'est pas forcément la relation à papa-maman, mais c'est plutôt l'âge auquel l'adolescent va être confronté au réseau. Vous avez des enfants confrontés, enfin pas vos enfants, mais des enfants qui consultent, qui sont sur des écrans, à quel âge? À 6 ans, 7 ans? On m'a dit que certains gamins de 3 ans avaient déjà des tablettes. Alors, moi, malheureusement, c'est vrai que je suis confrontée de plus en plus à des enfants tout petits, très jeunes, 3 ans en effet, qui ont été en fait complètement... ces bébés écrans, on les appelle. Oui. Et d'ailleurs, c'est marrant, il y a un nouveau terme aussi, on appelle ça la nomophobie. La nomobile phobie, c'est un nouveau terme très récent qui vient de sortir, où on décrit des enfants qui sont en phobie, en état vraiment de phobie, de panique intense, lorsqu'ils n'ont pas leur mobile avec eux, leur téléphone avec eux. Et ça apparaît dès tout petit, et c'est vrai que moi j'ai reçu assez récemment un enfant de 3 ans qui a été décrit par la maman comme évoluant bien, commençant à balbutier, développant ce qu'il faut développer aux âges où il faut le développer, et puis d'un coup il y a eu une chute comme ça assez vive, assez intense, parce que justement il y a eu une telle confrontation à l'image, à l'écran, une telle addiction qui s'est créée, que du coup l'enfant a perdu toute capacité sociale, toute capacité à entrer en contact avec l'autre. Vous avez des enfants qui ont des problèmes de nomophobie, venez témoigner au 0826 300 300. À votre avis, quelles seraient les conditions qui permettraient à des enfants, et à partir de quel âge peut-être, de tirer le meilleur de ces réseaux sociaux? Parce que après tout, ils ont parfois du bon. Et oui, en fait, il y a aussi du bon dans les réseaux sociaux. On peut pas dire que c'est tout blanc ou tout noir. Il y a vraiment deux pôles, un pôle très 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 noir et un pôle très très clair, je crois. C'est vrai que les réseaux sociaux, ça permet de découvrir, de s'enrichir, de se découvrir des passions cuisine, des passions liées à l'art, à la culture. On apprend beaucoup avec les réseaux, et ça permet aussi d'être en connexion avec l'autre lorsqu'on a parfois un peu de mal à trouver des points communs avec les autres. Ça permet vraiment une connexion facile, ça permet des gratifications, il y a des likes, des commentaires, des publications, on est très vite gratifié, on est très vite valorisé, on a l'avatar idéal qui vient vraiment compenser l'angoisse identitaire et narcissique, on a tout de suite des partages qui se font, on se trouve en relation avec des gens avec qui on n'aurait jamais cru être en relation, donc il y a un vrai côté très positif, très gratifiant, et à côté de ça, il y a tout l'envers de la médaille, et c'est en ça qu'il faut faire très attention. Je me souviens plus de la question de base. Non, je veux dire les conditions qui précisément permettent de tirer le meilleur des réseaux sociaux. Moi, je crois que il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette, mais le plus tard on propose le réseau social, le mieux c'est. Le mieux c'est. Sébastien Ménard, et ensuite on part au 0826 300 300. Et parce que là, vous nous expliquez ce qui va pas, ce qui va, et quand ça va trop, en fait, quand on estime que vos petits patients sont trop connectés, sont trop, je dirais, dans cette virtualité plutôt que dans la réalité, comment on répare ça? Quels sont qu'est-ce que vous proposez? Alors, c'est là que le rôle des parents va être fondamental. On balance le téléphone contre un mur, je l'ai déjà fait, il n'y a plus de téléphone. Non, mais... Ah, vous avez fait ça? Ah ouais. Ah, carrément. Comme ça, plus de téléphone, voilà. C'est radical. Rachèteras un quand tu auras de l'argent, au moins ça règle le problème. Maintenant, ils savent tous que quand on pose le téléphone, on pose le téléphone. En fait, c'est vrai que, bon, ça peut être une solution, mais si vous voulez, la meilleure solution, c'est le modèle qu'on apporte à nos enfants. Nous, on est leur modèle. Et en général, quand on a des enfants qui sont comme ça, très addicts à l'écran et qui peuvent y passer des heures, on se rend compte que les parents, souvent, ils ont cette tendance aussi à être un peu addicts à leur téléphone et addicts aux écrans. Et finalement, lorsqu'on change le modèle et lorsqu'on agit sur le modèle qu'ils sont pour leurs enfants, eh bien, l'enfant peut changer. Et lorsqu'on essaye de mettre en place des petits contrats parents-enfants, d'ailleurs, souvent, je travaille plus avec les parents qu'avec l'enfant quand il s'agit de l'addiction à l'écran, parce que je demande aux parents de faire
faire un effort, de lâcher le téléphone, de le mettre de côté, de ne pas le regarder et de se créer des moments de partage et de plaisir avec leur enfant, de discuter même de ce qu'ils ont vu en effet sur les réseaux, de la cuisine, peu importe, mais de le discuter en réel, ensemble, et de pouvoir développer un esprit critique. Qu'est-ce que ça t'apporte? On part au 0826 300 300 parce que ça passionne nos auditeurs. On est avec Julien depuis Juvisy-sur-Orge. Bonsoir Julien. Bonsoir. Alors, interdiction des réseaux sociaux aux mineurs, vous êtes pour ? Alors moi je suis favorable aux mineurs, même, enfin plutôt à moins de 16 ans en tout cas. Mais moi ce que je relève surtout comme problématique, effectivement vous parliez des parents, effectivement je pense que malheureusement aujourd'hui, du fait de l'organisation sociétale, les parents ont un peu trop souvent à utiliser les écrans comme nounou substitution et laisser leur enfant devant les écrans parce que il faut s'occuper de la maison, il faut aller faire les courses, il faut aller faire, enfin voilà, faut s'occuper d'organiser la maison tout autour. Et du coup malheureusement ça laisse pas assez de temps aux parents de s'occuper correctement des enfants. Je vois l'écart que moi j'ai, puisque j'ai fait le choix quand mes filles sont nées, j'ai une fille de 2 ans et demi, une fille de 9 mois, quand ma première fille est née, de mettre mon travail de côté et vraiment de me focaliser sur l'éducation et l'accompagnement de mes enfants. Je vois la différence entre moi et mes amis autour de moi qui ont à peu près la même tranche d'âge et qui ont de la même tranche d'âge que moi. Leurs enfants parlent beaucoup moins bien, passent leur vie devant l'écran, enfin leur vie j'exagère, mais passent énormément de temps devant les écrans parce que dès qu'ils rentrent c'est Gulli, le matin c'est YouTube, je sais plus quoi là, Kid ou je sais plus quoi là. Et voilà, et parce que les parents ils ont pas le temps de se préparer, de préparer leurs enfants et d'aller se préparer pour aller au travail. Enfin voilà, je pense qu'il y a vraiment un problème de société. Je pense que le problème, il n'est pas que les réseaux sociaux. Il y a aussi une problématique des réseaux sociaux, c'est qu'ils déforment complètement le prisme de la réalité. C'est que quand on commence à avoir des opinions politiques et qu'on commence à creuser la politique par les réseaux sociaux, on a l'impression que tout le monde est d'accord avec nous et on se prend une claque du réel quand on sort dehors et qu'on commence à c'est sûr. Parce que l'algorithme va nous focaliser dans un cheminement en nous donnant purement l'impression que tout le monde est d'accord avec nous, alors qu'en fait, c'est pas du coup. Donc en fait, il y a une prisme complètement déformant et je pense que la société est malade et que le prisme déformant des réseaux sociaux rend la maladie encore plus grosse qu'elle ne l'est réellement. Voilà, ça sort, on est déconnecté du réel. Vous bougez pas, Julien, on va du côté de la Drôme, à Livron-sur-Drôme. C'est Jean-Michel qui nous appelle également au 0826 300 300. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Jean-Michel. On va faire rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Bonsoir. J'écoutais l'intervenant là 2 minutes avant. Je ne pense pas que ce soit les parents qui sont responsables. C'est tout le monde, les parents et l'État. Moi, je vis en Chine 6 mois par an. Je peux vous dire que TikTok en Chine n'a rien à voir avec le TikTok en Europe. C'est-à-dire le TikTok est éducatif, il y a des problèmes de maths, de sciences, il y a des profs qui parlent, ils donnent des cours, ça n'arrête pas. Et les téléphones portables sont interdits dans les écoles en Chine. Ouais. Ils n'ont pas le droit d'utiliser les portables, c'est fini, ils les posent. Et en Chine, j'entends là qu'en Europe, en France en particulier, que tous les gamins sont inondés de films X, de machins, qui regardent ça avec plaisir et tout. Il n'y a pas en Chine, ça n'existe pas. Donc le gouvernement a pris la décision de corriger ça. Alors maintenant, c'est un problème de gouvernement aussi. De famille, c'est une chose, et de gouvernement aussi. La dictature ou le portable. C'est vrai, il n'y a pas de démocratie non plus en Chine, donc au moins ça marche bien ensemble. Allez, on va continuer. Merci beaucoup Jean-Michel pour cette précision qui est importante. Sophie, notre auditrice, du jour. Alors, interdiction de TikTok au moins de 16 ans, oui ou non pour vous ? Alors, ce serait bien si c'était réalisable. Je vois pas pratiquement comment ça peut être mis en place. Et justement, j'étais contente d'entendre l'auditeur précédent parce que ça faisait partie des questions que je me posais. Effectivement, si au niveau sociétal, on se rend pas compte que la guerre, elle est hybride, que on s'en prend au cerveau de nos jeunes à qui on fait croire que tout est noir ou blanc, il n'y a plus rien au milieu. Ouais. On n'a rien compris en termes de société. On n'a surtout pas compris le niveau auquel ça se passe aujourd'hui de destruction du cerveau des gens. Voilà. Et vous trouvez que je suis peut-être extrême. Les gens de la Silicon Valley mettent leurs gamins à l'école Steiner et il n'y a pas un seul écran, même dans la famille de Bill Gates, jusqu'à 15 ans. Ah oui. Voilà, donc c'est vrai que c'est quand même l'exemple à suivre, effectivement, et c'est un mode de consommation. En tous les cas, merci à nos auditeurs Julien et Jean-Michel d'avoir témoigné, appelé au 0826 300 300. Rebecca, merci beaucoup. Merci. On retiendra, moi je retiendrai donc les réseaux sociaux, vous dites le plus tard possible. Rebecca, vous aimez les jeux ? Vous voulez jouer avec Vous voulez faire le petit c'est qui l'a dit, le quiz de l'actu avec nous ? Allons-y. Allez Sophie, notre auditrice du jour, vous lancez dans un instant le jingle, vous vous préparez. Dans un instant le qui c'est qui l'a dit avec nos vraies voix ce soir sur Sud Radio. À tout de suite. Les
Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Christine Bouillot. Et en compagnie des Vraies Voix du soir, Philippe Bilger, Sébastien Ménard, Bérangère Dubu et Rebecca Ayoun qui est restée avec nous ce soir. Notre invité parce que ça va être l'heure du jeu interplanétaire sidéral. Le qui c'est qui l'a dit. Alors c'est à vous de lancer le jingle, Sophie. Vous avez quartier libre. Le c'est qui l'a dit. Vraie Voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Allez, c'est parti. Première question. La France, qui a dit ça? Qui c'est qui l'a dit? La France doit être capable de nationaliser pour préserver son outil industriel. C'était ce matin sur Sud Radio. Sophie. Monsieur Roussel. Bravo. Bonne réponse. Oh la voix fidèle. C'était ce matin sur Sud Radio, absolument. Qui c'est qui l'a dit, Sophie, sur Bétaram? François Bayrou et sa fille ne sont pas au centre de tout. Madame Panot. Non. C'est une femme. Une femme. Elle parle. Une femme. Elle parle tous les mercredis. Qui a le même prénom. Prima. Bonne réponse de Philippe Bilger. Prima Donna. Oh là. C'était Sophie Prima. Qui c'est qui l'a dit? Ce qui se joue, c'est la République. Ce qui se joue, c'est tous les Français voient que la drogue est partout. Tiens. Monsieur Retailleau. Non. Presque. Ça pourrait être Darmanin. Bonne réponse. Il a été un poil plus rapide que vous. Largement. En Mon tout cher cas, c'est pas en tout cas. Sébastien, vous allez gagner, mais laissez-moi quelques Il miettes. faut que je me réveille. La prochaine, vous me la donnez. Hein. Qui c'est qui l'a dit, Sophie, sur les prisons attaquées? Bruno Retailleau pédale dans la semoule. Quelqu'un d'élégant. Sophie. J'hésite. Il y a du monde. Allez-y. Ça a bipé, non? Allez, on passe son tour. Oui. Sébastien. C'est Bompard? Non, Non. c'est Sébastien Chenu. Bonne réponse de Sébastien Ménard qui C'est ouvre drôle, son il fait compteur. semblant de réfléchir. Qu'est-ce que vous sous-entendez? Non, mais Vous réfléchissez. je cherchais Tout à coup, il arrive. quelqu'un au FN qui a dit ça. Voilà, oui. c'était à ça que je pensais. Ouais, Ah, vous vouliez donner l'illusion de ne pas le savoir. Incoda Venenum avec Bilger. Qui c'est qui l'a dit sur le pape? Il n'aimait pas être enfermé dans des codes. Sophie. l'écrivain mince. Non, c'est pas Éric Emmanuel. Non, c'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Bonne réponse de Sébastien Ménard qui, en marquant ses 3 points, rejoint Philippe Bilger à 6 points. Ça va être terrible, ça. Qui c'est qui l'a dit, Sophie, sur la grève à la SNCF pour le pont du 8 mai? Je veux dire merci aux cheminots, parce qu'ils se battent pour le service public, mais aussi contre la fermeture des petites gares, contre le prix des billets qui ne cesse d'exploser. Ouais, c'est pas un copain. Sophie. Le patron de la CFDT, comment on l'appelle? Non. C'est une femme. Aussi. Panot, non. Oui. C'est Bonne Panot. réponse de Philippe Bilger. Non. Bon, Non, mais il vous l'a dit avant, il a dit panneau. Et puis on vous a pas entendu, mon cher Sébastien. Qui c'est qui l'a dit sur l'affaire Bétaram? Le temps est venu de briser le silence. Le Premier ministre est du côté des parents de victimes. L'essentiel est de briser ces tabous. Alors, c'est une ancienne ministre qui aujourd'hui a un haut poste dans la République. Sophie. Oh là là là. C'est dur, hein? Une ancienne. Et elle a ministre. comme prénom... Elle a pas de... Sarah El Haïry. Bonne réponse. Bravo. Bravo. Un il a haut révisé. poste. Ils sont trop forts. Ouais. Qui c'est qui l'a dit, Sophie, sur les propos de bien Bernard recyclé, Arnault et Patrick Pouyanné, les patrons de LVMH et de Total? Il faut savoir à quel camp on appartient. Voilà, on croit dans un western. Sophie. Je suis perdue là. On répète la question. Oui. Il faut savoir à quel camp on appartient. Mais en parlant de Parlant de Pouyanné Bernard et de Bernard Bernard Arnault. Les grands patrons. C'est la ministre Pannier-Runacher. Bonne réponse de Sébastien Ménard. Oh là là, il y en a qui Oui, suivent. hein. il est. Et là, on le frôle. Écoute, mais il ah bah gagne. oui, vous le frôlez, il vient de vous battre sur Ça la y est, dernière c'est réponse. terminé. C'est terminé. Oui, Vous oui. avez remarqué la sérénité du Qui a jeu, gagné? pas de... Sébastien Ménard, 12 points. Philippe Bilger, 9 points. Sophie, 3 points. Bérangère Moi, Dubuis, qui est j'ai une habituée, déconnecté Fanny, cette semaine. Rebecca, Nous, on vous a fait les découvriez. arbitres. On a fait les arbitres, Oui. voilà. Nous, on a Vous m'avez déconnecté, porté on n'a pas chance, regardé les Rebecca, réseaux. je n'ai Je jamais sens qu'il y fait avait un score duel pareil. Sébastien Ménard, Oui, Philippe oui. Bilger autour de cette table. Bravo Philippe, en tout cas. Sophie, on vous remercie. On vous remercie. On vous embrasse Merci. très très Et fort. bravo. Très belle soirée. Bravo. Merci bonne d'avoir soirée. participé Au revoir, avec Sophie. nous. Au 0826 revoir. 300 300. Si vous voulez participer tous les soirs, être l'auditeur qui joue et qui lance le célèbre jingle Qui c'est qui l'a dit, vous nous appelez 0826 300 300.
300. On enregistre votre numéro et bien évidemment, vous pourrez venir jouer avec nous. Vous n'hésitez pas. Dans un instant, ce sera l'heure de l'info qui est un petit peu lourde ce soir et on verra les dernières informations concernant cette attaque au couteau dans un lycée du côté de Nantes. Et puis on retrouvera Rémi André pour la météo et on reviendra avec nos 3 vraies voix ce soir. Philippe Bilger, Sébastien Ménard, Bérangère Dubus et on vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Rebecca pour être venue nous voir et bonnes vacances. À vous aussi. Merci. À tout de suite sur Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Christine Bouillot. Retour des vraies voix avec Christine Bouillot pour cette dernière ligne droite de ces 3 jours passés ensemble. Vous avez passé le bon moment? Ah, très bon, excellent. Demain alors? Non, pas demain. Et vous avez remarqué, je sais pas si c'est votre présence, Philippe Bilger a été moins éruptif pendant le qui c'est qui qu'il a dit ce soir. Parce que j'ai frôlé la victoire. Il y avait un duel, et donc j'étais concentré. Sur la possible victoire qui aurait été un miracle. C'est sûr que c'est Sébastien Ménard au qui c'est qui l'a dit, c'est les Springboks ou les All Blacks au rugby, c'est dur à battre. Voilà, vous l'avez entendu, donc le Antoine Dupont de ces vraies voix, c'est Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, auteur de Me Too Much aux éditions Héliopold. Ce soir, Sébastien Ménard, donc qui a battu à plat de couture Philippe Bilger tout à l'heure au qui c'est qui. Le jeune lion a détrôné le vieux lion. Voilà, ce soir. Entrepreneur dans la food tech, patron de Presse Libre, Bérangère Dubus, chef d'entreprise, dirigeante de l'UICI, le syndicat des courtiers en crédit, et avec son fils qui lui a envoyé un message tout à l'heure en disant « Non maman, tu n'as pas envoyé mon téléphone contre le mur ». C'était la Nintendo DS, pardon, j'ai confondu, mais c'est pareil, c'est un écran. Voilà, absolument. Ils vous surveillent, vos enfants. Allez, dans un instant, on va se retrouver pour le coup de gueule de Philippe David, mais tout de suite, c'est le répondeur avec un message d'un certain Patrick de Toulouse qui nous a dit ça. Oui, bonjour Patrick à Toulouse, donc je suis en train d'écouter votre émission. Ce que j'entends, ça m'a fait tomber de la chaise. C'est pas possible d'entendre de tels trucs, donc les gens qui veulent travailler le 1er mai, du moment qu'ils veulent, foutez-leur la paix, laissez-les travailler. Les cheminots, ils commencent à y en avoir ras-le-bol des cheminots. Moi j'ai été pompier toute ma vie, j'ai travaillé les samedis, les dimanches, les nuits, etc., etc. Et j'ai pas fini avec la paye des cheminots, et j'avais un nom de travail autrement plus compliqué que celui d'un conducteur de TGV, où j'ai eu la chance, moi, de faire un voyage Toulouse-Paris dans la cabine, et je vous garantis que ça sent pas la transpiration. Donc ce que j'entends, moi, ça me démonte. Ouais, je sais pas où on y va. Merci, bonne journée, au revoir. Voilà, et vous continuez comme Patrick à laisser vos messages, vos coups de cœur, vos coups de gueule aussi, réaction. Il y a des gens, et peut-être que j'en suis dans d'autres domaines, qui ont connu un passé et qui sont désorientés par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, notamment l'assouplissement de notre rapport au travail, c'est clair. D'accord avec Patrick, Sébastien Ménard? Je suis toujours un peu partagé parce que en fait le monde bouge, les mentalités évoluent et voilà, moi aussi je suis un peu comme Philippe Bilger, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, parce que même si Philippe a un peu plus travaillé que nous parce qu'il a un âge sensiblement supérieur au nôtre, mais c'est sûr que quand on est habitué à énormément œuvrer, à énormément s'investir, voir cette espèce de d'oisiveté que je ne critique pas, qui est une oisiveté générationnelle, qui me semble un peu irréversible dans nos sociétés modernes, un peu envahir notre quotidienneté, c'est vrai que je suis parfois un peu déstabilisé, même dans mes propres entreprises. Bérangère ? Ça vous laisse dubitatif. Ça me laisse dubitatif parce que, effectivement, moi je suis pour le droit à la paresse, l'oisiveté, et je pense que c'est génial, mais en revanche, mon petit chéri, il faut pas que tu réclames des sous parce que du coup, tu vas être décroissant par la force des choses. Je suis pour la liberté individuelle. On veut travailler, on travaille, c'est très bien. Tu veux ton droit à la paresse, c'est cool, mais moi je le finance pas. Mais le 1er mai, c'est un jour un peu à part. On parlait des cheminots, en fait. On parlait des cheminots juste avant qui trouvent qu'ils travaillent trop, donc tout ça rejoint un peu ça. Sur le 1er mai, effectivement, il y a des métiers qui sont essentiels. Les médecins, les infirmiers qui travaillent. Peut-être qu'il faut arriver à une réglementation qui est plus simple. Je vois pas pourquoi, en effet, un boulanger ne peut pas ouvrir si les salariés le souhaitent. Après, toujours, je pense avec une gratification, mais on a tous aujourd'hui des jeunes salariés, vous le savez, on a des jeunes salariés qui se moquent des jours fériés, qui se moquent dimanche, ils sont jeunes, ils n'ont pas d'enfants, ils veulent des sous, et c'est tant mieux. Quand on est plus vieux, on veut nos week-ends, on veut nos jours fériés. Non, mais je pense que c'est un espèce d'équilibre qu'il y a toujours eu dans les sociétés. Laissons bosser ceux qui en ont envie, en les payant double, c'est très bien. Et en France, tout devient un psychodrame, en fait. Allez, vous ne bougez pas, on continue, et dans un instant, on va retrouver le coup de gueule de Philippe David. Vous vous énervez sur quoi ce soir ? Je vais faire une entrave à la laïcité. Je pense qu'il faut remplacer au fronton des mairies liberté, égalité, fraternité par l'acte de contrition. Ah d'accord. Eh ben on va vous écouter dans un instant. À tout de suite. Les
vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Christine Bouillot. Et avec nos vraies voix ce soir et dans un instant, on aura l'info en plus avec Félix Mathieu, mais tout de suite, c'est le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un grand village lointain qui s'appelle Tananarive. Pourquoi Tananarive? Parce que c'est dans cette ville qu'Emmanuel Macron, en visite d'État donc à Madagascar, a déclaré ce matin vouloir créer les conditions du pardon de la colonisation de l'île lors d'une séquence mémorielle au palais du Rova. Et je n'en peux plus de ces repentances semaine après semaine que le président de la République fait au fur et à mesure de ses voyages ou de ses prises de parole. La semaine dernière, c'était la repentance sur la dette d'Haïti. Cette semaine, c'est sur la colonisation de Madagascar. Comme on est passé de l'océan Atlantique à l'océan Indien, on peut présager une repentance dans le Pacifique la semaine prochaine, peut-être en Polynésie ou en Nouvelle-Calédonie. Mais quitte à faire des repentances, qu'il en fasse partout, car il n'y a pas que dans les Outre-mer que la France a commis des crimes. Dans nombre de régions françaises, des dragonnades qui massacraient les protestants qui refusaient de se convertir ont eu lieu. À quand un tour de France pour des repentances dans le Poitou, les Cévennes et ailleurs? Pendant les guerres de Vendée, au nom de la République, les colonnes infernales ont massacré des villages entiers. À quand une repentance présidentielle en Vendée? Pendant la terreur, toujours au nom de la République, on a noyé des milliers de personnes, en particulier à Nantes. À quand une repentance là-bas? Allez, sortons de France. Pendant la guerre de 30 ans, des villages entiers en Alsace ont été massacrés par les troupes suédoises. Emmanuel Macron va-t-il demander une repentance au gouvernement suédois et aux Arabes pour avoir envahi toute la France jusqu'à Poitiers au 8e siècle? Et aux Romains pour nous avoir colonisés et fait de nous des Gallo-Romains après la défaite de Vercingétorix? Et pour conclure avec la dette que la France aurait envers Haïti, va-t-il demander à l'Allemagne de régler le solde des réparations de guerre du traité de Versailles, puisqu'elle n'a payé que 20 milliards sur les 132 milliards de mark qu'elle nous devait? Bref, si on regarde 2000 ans d'histoire, on n'en a pas fini avec les excuses et les demandes d'excuses, mais on a une certitude à 2 jours des obsèques du pape où va se rendre Emmanuel Macron samedi. S'il y a bien une prière qu'il n'aura pas à réviser puisqu'il la répète comme un mantra, c'est l'acte de contrition. C'est excellent, Philippe. Et vous êtes... votre seconde partie est faite d'un humour ravageur, c'est très vrai. Au fond, un jour, peut-être, pourra-t-on atteindre ce sommet du ridicule qu'il s'excuse au nom de la France pour des horreurs commises par des Français. Mais ça n'arrivera pas, je l'espère. Mais sur le premier point, qui est plus sérieux, à partir du moment où le président s'est engagé dans la voie de la contrition internationale, et je le dis sans ironie, pratiquement il ne peut plus s'arrêter. Dès lors qu'il l'a fait pour un certain nombre de pays, pourquoi s'arrêterait-il à Madagascar? Alors pour le coup, mon cher Philippe David, je ne suis pas du tout ça m'étonne avec pas. vous. Pourquoi? Parce que je ne suis pas pour une réécriture de l'histoire, de ce qui fait la grande histoire de France. Mais il n'en demeure pas moins, comme l'avait fait en son temps le président Chirac, il faut reconnaître ce que la France a pu faire de bien et ce que la France a contribué à faire de moins bien. Voilà. Et que quand on visite, quand on voyage, notamment, ce qui est mon cas, quand on voit l'état d'Haïti, où, pardonnez, et je ne vais pas me faire que des copains du côté de Madagascar, j'ai un copain actuellement ministre là-bas, mais c'est quand même un pays où ça coûte moins cher de porter des marchandises à dos d'homme qu'à dos de mulet. Voilà, et qu'à un moment donné, se dire que la France a, comme d'autres grandes puissances coloniales avant la France, ou en même temps que la France, a pu profiter de toutes ces magnifiques contrées qu'on a, vous allez me dire qu'on les a évangélisées, qu'on les a éduquées, etc., etc. Peut-être, sûrement, mais que à un moment donné, ça ne coûte pas grand-chose à la France que de dire que il y a une histoire de France un petit peu moins glorieuse qui, quelque part, a pu prospérer sur la misère de pays ou de territoires colonisés. Voilà, moi, ça ne me choque pas. Et je suis très étonné de votre parti pris assez violent, je dirais. C'était pas violent, c'est historiquement incontestable. Mais que ça soit incontestable, c'est une chose, mais qu'aujourd'hui, je dirais qu'en 2025... vous ayez un Emmanuel Macron ou quelqu'un d'autre qu'Emmanuel Macron, parce qu'on se focalise toujours sur Emmanuel Macron, qui est juste susceptible de dire que la France a probablement fait des choses magnifiques, mais qu'elle a été aussi responsable d'un certain nombre de malheurs et de mal-être. Je ne vois pas ce qu'on peut enlever, je dirais, à Emmanuel Macron, de ce point de vue-là. Allez, on continue, et tout de suite, c'est l'info en plus avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio.
On va parler des téléphones portables, Félix, mais qui sont confisqués pour les consommateurs de drogue. C'est une décision du ministre de la Justice qui va généraliser cette mesure. Oui, jusqu'ici, c'est le procureur de Bayonne qui avait expérimenté cette confiscation des téléphones pour ceux qui sont pris la main dans le sac à consommer de la drogue. L'idée, c'est, puisque l'État n'a pas accès au décryptage des messageries pour déjouer les trafics, au moins les enquêteurs pourront regarder dans le téléphone si on établit qu'il a servi à acheter de la drogue. Gérald Darmanin annonce donc diffuser une circulaire pour inciter tous les procureurs à faire comme celui de Bayonne. Pour en parler, nous sommes avec Michel Coriot, délégué national du syndicat de police Alliance. Bonsoir Michel Coriot. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Est-ce que ça peut être une vraie aide pour la police, pour les enquêteurs, cette confiscation des téléphones pour finalement, j'imagine, remonter la provenance du produit en lisant les messages ? Écoutez, en ce qui nous concerne, en tout cas pour Alliance Police Nationale, sans être une mesure qui va évidemment tout révolutionner, on estime que c'est en tout cas une mesure qui va dans le bon sens. De manière générale, c'est vrai qu'on accueille plutôt favorablement toute mesure qui a vocation à affaiblir le trafic de stupéfiants. Quand on parle de confiscation des téléphones portables à des consommateurs, on a le mérite d'envoyer un signal clair. Le consommateur, c'est pas un simple client, mais c'est bien un acteur à part entière du système, un maillon de la chaîne du trafic de stupéfiants. Et je crois que c'est plutôt une bonne chose. Vous savez, on lutte pas contre la drogue à moitié, il faut taper là où ça fait mal. Et dans le trafic, les moyens de communication, d'organisation, de paiement, c'est ça qui fait tourner leur business. Et confisquer les téléphones, c'est aussi viser le cœur du réseau, c'est les mettre en difficulté. Et aujourd'hui, clairement, le téléphone est devenu l'arme du deal moderne. Et il faut donc s'économiser aucun moyen pour lutter contre ce fléau. Félix, on a un premier retour d'expérience dans le Pays Basque ? Oui, tout à fait, des retours d'expérience plutôt favorables. Alors évidemment, nous, on soutient la logique de cette mesure, mais derrière l'effet d'annonce, on attend de voir la doctrine finale, les moyens et surtout la réponse pénale qui va accompagner ce dispositif, parce que c'est finalement là que tout se joue, parce que sur le terrain, les policiers ils savent parfaitement que si vous retirez un téléphone à un consommateur et qu'il le récupère 48 heures plus tard, sans la moindre poursuite, ça n'a évidemment strictement aucun impact, pire même, ça délégitime complètement l'action policière. Donc en clair, soutien de principe pour nous, Alliance Police Nationale, mais on attend aussi de voir comment ça va se décliner concrètement sur le terrain. Mais comment vous déterminez qu'un téléphone portable a servi finalement à se fournir de la drogue à l'instant T de l'interpellation ? Tout simplement en vérifiant dans le téléphone portable, pas à travers l'officier de police judiciaire. Il faut comprendre une chose, aujourd'hui les consommateurs ce ne sont plus de simples usagers, beaucoup utilisent leur téléphone pour commander, pour géolocaliser des vendeurs, faire des virements, communiquer par des messageries cryptées. Parfois même organiser des petits points de deal en réseau. Un téléphone, c'est évidemment un carnet d'adresses, une base logistique et donc évidemment une preuve potentielle pour les enquêteurs. Et c'est tout à fait légitime que nos collègues officiers de police judiciaire puissent avoir accès à ce portable pour faire ces vérifications. On peut approuver, comme Monsieur Coriot, absolument tout ce qui permet de lutter contre le trafic de drogue. Alors on peut souhaiter des solutions encore plus extrêmes, mais il faut féliciter le garde des Sceaux pour tout ce qu'il tente de faire pragmatiquement. Il a raison. Vous êtes plutôt pour cette... Oui, moi je suis pareil. Je suis pas quelqu'un qui est pour le coercitif tout le temps, en tout lieu. Mais là, pour le coup, il faut effectivement, face au fléau qui gangrène la France entière, on parle du Pays Basque, j'en suis. On est aussi, nous, quelque part, confrontés, et pas que l'été, pas qu'à travers uniquement des festivaliers, à ces fléaux. Et que, effectivement, si toutes les mesures qui sont susceptibles de mettre un coup, de stopper quelque part cette gangrène qui se répand dans nos villes, dans nos villages et parmi nos plus jeunes, je pense qu'il faut le faire, oui, tout à fait. Merci beaucoup Michel Coriot d'avoir été avec nous, délégué national du syndicat de police. Merci infiniment d'être passé nous voir dans Les Vraies Voix pour parler donc de cette généralisation annoncée aujourd'hui par le ministre de la Justice, à savoir confisquer les téléphones portables pour les consommateurs de drogue. C'est expérimenté par le parquet de Bayonne et donc maintenant ça devrait effectivement être généralisé un peu partout. Dans un instant sur Sud Radio, on va retrouver Nos Vraies Voix avec le tour de table de l'actualité. À tout de suite. Les
Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Christine Bouillot. Et avec nos vraies voix ce soir, Philippe Bilger, Sébastien Ménard, Bérangère Dubu, et c'est l'heure du tour de table de nos VV. Bienvenue dans votre cours d'anglais de la collection Objectif Langue aux éditions Assimil. Philippe Bilger, do you speak Trump? Yes, I try. C'est la dictée en anglais de Philippe Bilger. Great, best, worst. It is ridiculous. Everything before. C'est du russe, non? Mon accent est parfait. J'adore. Ah bon? Le tour de table. De l'actualité. This is Oxford English. C'est le meilleur jingle de la Terre. French. Yes. No, Alors, it's to you to speak now. Yes. Tout à l'heure, j'ai dit tout le bien que je pensais d'Emmanuel Macron dans la parole forte qu'il a eue sur l'Ukraine. En revanche, je ne suis pas du tout d'accord avec lui et il s'en fiche, hein. Entendons-nous, sur le fait qu'il a décidé de ne pas retirer la Légion d'honneur à Nicolas Sarkozy pour une double raison. D'abord, sacré, il ne respecte pas l'équité de la justice et de ses conséquences, puisqu'après une condamnation fût celle d'un ancien président, on doit retirer la Légion d'honneur. C'est le premier point, et je ne voyais pas de raison de faire un sort particulier à Nicolas Sarkozy, même si en définitive le président Macron adhère totalement au point de vue qu'il a développé en défense. Mais mon second argument, il est presque plus fort, me semble-t-il. Voilà un ancien président qui a été condamné. Je sais bien qu'en permanence on dit qu'il est condamné à tort, mais acceptons le fait qu'il a été condamné justement. Est-ce que le fait de le faire bénéficier d'un statut favorable n'est pas en quelque sorte entériner le fait que, alors que, ayant de hautes responsabilités, on doit être d'autant plus exemplaire que après même, il continue à jouir de privilèges. Moi, ça me choque. Sébastien Ménard. Légion d'honneur, hors note Légion d'honneur, pour rester en anglais comme Philippe Bilger. Moi, je suis partagé parce que Nicolas Sarkozy, c'est pas Maurice Papon. À qui, parce que c'est quand même de cet acabit-là, hein, quand on retire la Légion d'honneur. Voilà, on fait souvent référence à Papon, qui d'ailleurs avait voulu pendant sa mise en bière. Papon n'a pas été président de la République. Oui. Non, mais justement, il n'a pas été président de la République et il a été accessoirement condamné et reconnu coupable de crimes contre l'humanité. Donc je ne suis pas l'avocat de Nicolas Sarkozy, mais de quoi parle-t-on ? Voilà, on parle d'un ancien président qui, pour le moment, d'accord, a été condamné dans le cadre d'une violation du secret, entre guillemets, entre l'avocat qui le défendait et lui-même. Voilà, on parle quand même de cette affaire-là. Donc après, il y a d'autres affaires, je suis d'accord. Il y a le financement libyen, il y a tout le reste. Il y a beaucoup de choses. Et là-dessus, voilà, mes critères de probité et de moralité ne sont pas à géométrie variable. Mais je dis qu'en l'espèce, par rapport à ce que nous reprochons aujourd'hui et ce que la justice a reproché, peut-être à juste titre d'ailleurs, hein, et a condamné Nicolas Sarkozy, je suis un peu aligné, même beaucoup aligné pour le coup avec Emmanuel Macron sur le fait qu'à ce stade, je ne lui retirerai pas, si j'étais président de la République, mais je ne suis rien du tout, je ne lui retirerai pas la Légion d'honneur à ce stade. Bérangère Dubu. Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit et j'ajouterais que moi la question c'est plutôt à qui on remet la Légion d'honneur, parce que j'ai parfois certaines promotions l'impression qu'on la remet à tout le monde et n'importe qui. Bah vous l'avez pas d'ailleurs. Et d'ailleurs je l'ai pas encore, mais j'ai quand même un truc là que je me suis mis toute seule pour faire pareil, une petite broche. C'est pas la même couleur. Hein. C'est ça, mais la question c'est réfléchissons peut-être à qui on la donne, comme ça évitera de réfléchir à qui on l'enlève. Vrai sujet. Je suis sur le site de servicepublic.fr, hein, donc de l'État. Comment peut-on retirer la Légion dans les cas suivants: condamnation pénale, avoir commis des actes contraires à l'honneur ou de nature à nuire aux intérêts de la France. C'est les trois cas pour lesquels on doit retirer la Légion d'honneur. Voilà. Contraire à l'honneur, ça ne veut pas dire grand-chose. À l'honneur. Non mais c'est un sujet très... Oui. Bon, le tour de table DVV. Sébastien Ménard, vous vouliez revenir. En tous les cas, le drame de Nantes vous interpelle. Oui, le drame de Nantes m'interpelle. Évidemment, on ne sait pas encore complètement pourquoi, comment, qui
a été, je dirais, le chef d'orchestre de l'ignominie qui a touché de jeunes lycéens tout à l'heure à Nantes. Mais je m'interroge en fait sur la banalisation du passage à l'acte d'une jeune génération. Pas d'ailleurs qu'en France, hein, on a ça dans différents pays européens. On a évidemment ça aux États-Unis où ça se banalise à coups d'armes de guerre. Mais je me dis que on parlait tout à l'heure des réseaux sociaux. On parlait du pouvoir des écrans. Moi, j'ai envie de parler d'emprise de ces nouvelles technologies sur la banalisation du crime, du mal, de l'insignifiance que représente la vie humaine. C'est-à-dire que moi, je le vois, hein, de temps en temps, je vois mon fils, etc., 17 ans, avec ses copains, il regarde des vidéos un peu trash de jeunes qui font des sports extrêmes. Puis de temps en temps, il y en a un, quand on regarde un petit peu derrière, derrière le sport extrême et derrière l'activité extrême, il y a un mort. Et puis finalement, on passe à autre chose. Voilà, c'est tellement banalisé, etc. Si on ajoute à ça, évidemment, ce qu'on appelle l'explosion, pour celles et ceux qui connaissent l'industrie du jeu vidéo, de ce qu'on appelle les shoot 'em up, c'est-à-dire on tire sur tout le monde, sur Call of Duty, qui est le plus connu. Voilà, il y a ça, il y a évidemment d'autres. On se dit qu'il y a quand même à un moment donné, peut-être, en tout cas une responsabilité, les parents, on en a parlé tout à l'heure, la société, mais peut-être aussi celles et ceux qui sont les propriétaires de ces plateformes ou les grands éditeurs, quelque part, de ces outils de divertissement. Alors, est-ce que tuer des gens, c'est un outil de divertissement? Enfin voilà, ça vaudra peut-être le coup d'une prochaine fois. Sébastien, vous avez raison. On peut aborder cette piste de la banalisation de la mort pour certaines jeunes générations. Mais moi, ce qui me frappe, c'est le fait, voilà un jeune homme qui a toujours paru bizarre, qui n'a jamais eu le moindre incident auparavant tout de même, qui écrit et tout à coup, il y a le surgissement, le discernement, sans qu'on sache pourquoi, le problème du discernement, de quelque chose d'horrible. C'est qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans sa tête. Sur la question des jeux vidéo, j'ai 40 et quelques années. Déjà, on jouait à Hitman, on était en tueur à gages quand j'avais 15 ans, on jouait à Wolfenstein. Et puis je me rappelle, nous on louait des cassettes vidéo hyper violentes, Massacre à la tronçonneuse, Evil Dead. Les FPS où on est soi-même un pistolet, on tire sur les gens. Donc déjà, on en parlait il y a 30 ans, je suis pas sûre que ce soit ça. Je me dis, quel est le degré de désespérance pour que d'un coup, des jeunes n'arrivent plus à croire en la vie, en la leur déjà, suicide, et en celle des autres. Et on parlait des idées. Malgré tout, il y a une idéologie. Ça peut être l'idéologie de la haine de l'autre. Ça peut être l'idéologie de la misogynie s'il a tué sa petite amie. Ça peut être plein d'idéologies différentes, quelles qu'elles soient. J'en incrimine aucune. Mais qu'est-ce qui fait que des jeunes aujourd'hui soient tellement seuls, tellement désespérés de l'avenir? On leur a tellement rien donné qu'ils en arrivent à faire ça. Je crois que notre responsabilité, comment on a des jeunes à qui on n'arrive pas à dire mais ta vie va être magnifique, ton avenir sera beau, tu seras aimé, tu auras une famille si tu as envie, votre avenir est là. Et bien ces jeunes, aujourd'hui, on a une génération qui est dépressive, la moitié jeunes sont dépressifs quand même, hein. Et tout ça explose, donc comment on leur redonne espoir et foi? Vous avez peut-être, Christine, évoqué une piste tout à l'heure en évoquant un petit problème personnel qui peut se mêler à une forme de pessimisme sur De toute façon, je pense que en tous les cas, ça va être le début de l'enquête. On n'a pas la réponse. Malheureusement, ma chère camarade, on n'a pas que des jeunes désespérés ou que des jeunes en perdition psychologique qui passent à l'acte, et c'est ce qui pose vraiment problème. C'est clair. Allez, le tour de table de l'actualité, on continue et l'enquête se poursuit. Il doit y avoir une conférence de presse peut-être dans la soirée, mais en tous les cas, le psychodrame, enfin le drame et tout ce qui va avec, on le suivra dans l'info Sud Radio, toutes les questions qui se posent autour de ce drame de Nantes. Mais dans le tour de table des VV, Bérangère, vous vous intéressez aux vacances de nos chers élus. Qui vont où? Tout à fait, je voulais parler des vacances de nos chers élus, donc un sujet un peu léger, on n'avait pas encore l'actualité de Nantes. Et tout a commencé il y a 15 jours, un mois à Montpellier, je suis en même temps que la zone C, Paris. Donc d'un coup, je vois François Ruffin qui, le vendredi à 17h, dit « Je pars en Guadeloupe, voir que la vie est chère ». Sans blague, comme si on ne le savait pas et comme si on n'avait pas des députés en Guadeloupe, Guadeloupéens qui le savent. Là, je me dis, c'est bizarre. Donc je commence à prendre mon téléphone, mon petit Twitter, et là, je vois que Alma Dufour, députée LFI de Seine-et-Marne, et elle... Seine-Maritime. Seine-Maritime, pardon. Est-elle en Équateur pour vérifier
les élections. Et là, je me dis, waouh, vu qu'elle a dit il y a 2 ans qu'elle arrêtait de prendre l'avion, elle est allée en bateau. Il faut entre 4 et 8 semaines à l'aller en voilier, et pareil au retour selon les alizés. Donc elle va mettre 16 semaines, c'est très courageux. Surtout le vélo pour aller au Havre, etc. Bravo Alma Dufour. Elle explique qu'elle y est allée, c'est normal, car elle a de lointaines origines argentines. C'est aussi pertinent il y a 5000 km que si j'expliquais que j'allais en Grèce sur ma société parce que j'étais née à Béziers, mais c'est pas grave. Là-dessus, je continue à regarder Twitter et je me rends compte que Aurélien Taché, France Insoumise, est au Québec pour parler de la francophonie. C'est con qu'il soit pas allé en Belgique, au moins il n'aurait pas pris l'avion. Mais comme Mélenchon est au Québec pour lancer au Canada, pour lancer un message d'alerte à Trump pour lui dire qu'il s'opposera à lui, je me dis, ouais, bon, on les arrête plus. Du coup, Agnès Pannier-Runacher, qui me dit que chaque fois que je prends mon vieux monospace pour aller voir ma grand-mère, je tue des bébés phoques et j'égorge des enfants parce que je suis une horrible climaticide, est allée à La Réunion pour nous dire qu'il y avait des ravines. Sans blague, on savait pas non plus qu'on avait des ravines à La Réunion. Et ça a continué jusqu'à Montpellier, où notre maire, Michael Delafosse, est parti au Maroc. Alors, je suis d'accord avec lui, il était un peu palo. Quelques vacances après, que son adjointe à la mobilité, Julie Fraîche, qui nous explique qu'il faut faire 240 km en vélo pour le week-end de Pâques pour aller voir nos grands-parents à côté, elle était partie en Chine. Alors j'ai regardé tout ça en vélo et je me suis dit mais qu'en fait nous étions nous les petits prolos, les anti-ZFE, les provinciaux, etc. On n'avait pas d'ambition parce que moi à Pâques, je suis partie à Saint-Chinian, petit village familial à 80 km. Laurent Jaoul, maire de Saint-Brest, qui est la tête de lance de la manif contre les ZFE, est parti dans les Cévennes. Et je me dis que vraiment, nous n'avons pas assez d'ambition. Donc je prends exemple sur ces gens-là et j'ai un avion qui m'attend, puisqu'il paraît qu'il y a beaucoup d'immeubles à Dubaï et je vais regarder comment se passe le crédit immobilier. J'espère que l'URSSAF ne m'en voudra pas. On va y aller. Bravo. Voilà, le coup de gueule des vacances des élus. Alors après, ils y vont avec notre argent. Avec Nicolas. On retourne à Nicolas qui paye. Voilà, Nicolas qui paye. C'était votre coup de cœur, qui est en forme de coup de gueule, tout. Bonnes vacances alors à Dubaï. Merci. Bérangère Dubu. Dans un instant, on va parler avec notre invité. Dans un instant, on va parler vrai concernant la question du jour. ArcelorMittal, mon cher Philippe. Oui, alors parlons vrai. Est-ce que si Arcelor était resté dans des mains françaises, on aurait pu sauver ses emplois, puisqu'Arcelor était français il n'y a pas si longtemps que ça. Et à la question, la réindustrialisation est-elle un leurre? Vous dites oui à 96%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Loïc Le Floch-Prigent, bonsoir. 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 Vraie voix, mais industriel, dirigeant d'entreprise. Question, est-ce qu'il faut, comme l'a dit ce matin Fabien Roussel sur Sud Radio avec Jean-Jacques Bourdin, nationaliser ArcelorMittal pour éviter cette casse sociale? Non, c'est trop tard. Je crois qu'il ne faut pas prendre des solutions d'ensemble dans des situations pareilles. Aussi bien sur Vancorex, la société qui a été vendue aux Chinois, il était encore temps. Oui. Elle était encore vivante. Autant... là, c'est foutu. Là c'est foutu. C'est tout late. On ne peut pas remettre en selle toute la sidérurgie. On l'a perdue. À un moment, elle est partie chez Mittal. On a eu des Français qui ont continué à travailler sur la sidérurgie. Mais vous avez un problème fondamental, c'est que vous n'avez pas fait la politique de l'énergie qu'il fallait. Eh ben on va en parler dans une poignée de secondes avec vous, Loïc Le Floch-Prigent, et nos vraies voix ce soir sur Sud Radio, juste après ça. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Christine Bouillot. Et nos vraies voix ce soir, Philippe Bilger, Sébastien Ménard, Bérangère Dubu, et on revient sur ce coup de projecteur des vraies voix, cette annonce coup de massue pour les salariés d'ArcelorMittal, l'entreprise qui entend supprimer plus de 600 postes sur 7 de ses sites du nord de la France. Le principal touché, ce sera Dunkerque. Certains postes seront délocalisés en Inde ou en Pologne. Alors parlons vrai, avec une production automobile en chute libre depuis des années, la sidérurgie a-t-elle encore un avenir en France? Et à cette question, ArcelorMittal, la réindustrialisation est-elle un leurre? Vous dites oui à 96%. Vous prononcez le 0826 300 300. Parlons vrai avec notre invité, ex-vraie voix ou vraie voix de temps en temps. Vraie voix, oui. Oui, Loïc, vraie voix. Hein.
Qu'est-ce que c'est ? Oui, vous êtes une vraie voix. Loïc Le Floch-Prigent, cette histoire ArcelorMittal, certains parlent d'un scandale aussi concernant les aides dont a profité ArcelorMittal. Je rappelle, en 2023, ArcelorMittal a reçu 298 millions d'euros d'aides de la part de l'État pour différentes choses. Est-ce que cet argent public, alors qu'on va délocaliser quelque part, c'est pas une forme de gabegie, tout simplement ? Oui, mais parce qu'on a mal réfléchi au sujet. On est toujours dans l'émotion. Alors, l'émotion arrive à un moment et attention, il va se passer quelque chose. Là. Ah, il faut donner de l'argent, Non, quelle est la stratégie derrière tout ça ? Et la stratégie, c'est d'avoir une sidérurgie en France avec un prix d'énergie bas. Parce qu'on avait les centrales nucléaires. C'était ça la stratégie. Bon, on a oublié cette stratégie. Et maintenant, on a un prix de l'électricité supérieur à nos voisins. Par conséquent, on ne peut pas à la fois avoir un prix de l'électricité supérieur à nos voisins pour cette activité sidérurgique et en plus dire aux gens c'est pas grave si vous respectez les normes écologiques et que vous sauvez la planète. Comme ça, vous gagnez moins d'argent, c'est tout. Maintenant, on n'en gagne pas moins, on n'en gagne pas du tout. Donc, c'est ça le sujet, c'est de n'avoir jamais aucun recul sur les choses. D'accord. Philippe Bilger. Il y a Philippe Bilger qui a une... Face à une telle catastrophe sociale, je pense aux 600 personnes qui vont devoir perdre leur emploi. Est-ce que, comment dirais-je, d'abord, la réindustrialisation apparemment promise n'est pas faite, ne se fait pas. Ensuite, quelle serait la première mesure si on peut encore en prendre une ? D'abord, l'industrie se fait avec l'industriel. Elle ne se fait pas avec l'État. Hein, c'est-à-dire qu'il faut, même si de temps en temps l'État verse de l'argent, en fin de compte, il y a un industriel qui prend des risques et qui est industriel. Voilà. Et donc, le problème n'est pas de savoir si on fait pas. Là, c'est qui est l'industriel qui n'a envie de reprendre. Personne pour l'instant. Par conséquent, le problème est terminé. Bon, ensuite, il est clair que si jamais on est sans arrêt en train de tendre la séville à l'État, c'est contre-productif pour l'ensemble des salariés. Et après tout, l'industrie, c'est un chef qui est nommé par on ne sait pas qui, et puis il arrive, et puis quand il n'y a pas assez d'argent, il tend la séville. Non, il faut que ce soit une œuvre collective où le chef d'entreprise explique aux salariés, voilà ce qui risque de se passer, et par conséquent, voilà le travail qu'il faut sans doute réorganiser de telle et telle façon. Mais l'industrie, c'est pas 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est pas 7 ans, c'est pas 5 ans. C'est une longue continuité. Oui, ça se fait pas en 2 jours, bien sûr. C'est clair. C'est des plans stratégiques. Par conséquent, il faut avoir de la suite dans les idées, comme on disait dans le passé, et savoir où on va. Loïc, Sébastien et Bérangère. C'est à se demander si celles et ceux qui ont précédé les politiques d'aujourd'hui avaient de la suite dans les idées quand ils ont quelque part partagé cette espèce de rêve un peu chimérique qui consistait à donner ou à faire fusionner c'est une fusion-absorption. C'est une absorption par Mittal. L'une de nos pépites à un géant indien. Rappelez-vous, le faste du mariage des enfants Mittal à Versailles, etc. Oui. etc. Donc moi, je peux comprendre, je dirais, le choc des images, parce que quelque part, derrière cette espèce de grand rêve industriel chimérique qui n'a probablement pas complètement que profité à la France, on va désormais en payer, et je dis ça sans aucun populisme aucun, mais je peux effectivement imaginer que face à la belle carte postale passée, on soit aujourd'hui face à une opposition brutale, sociale, dramatique. Bérangère ?
Il y a déjà 25 ans, les Fatal Picard avaient un titre dans leur album qui parlait d'une usine qui était délocalisée. J'y pensais en écoutant ça. Pareil, ça fait 30 ans qu'on parle de délocalisation, et quand vous parlez de subventions, tout simplement, c'est le cercle vicieux de la France. On a saboté notre énergie qui devient trop chère. Du coup, les entreprises sont pas compétitives. Mais comme on les taxe trop, elles veulent partir. Du coup, on leur donne de l'argent public. Du coup, après, on leur reproche d'avoir de l'argent public. En fait, je suis pour, en tant que chef d'entreprise, qu'on enlève toutes les aides aux entreprises, qu'on nous enlève tout l'argent public. Ce ne sont que des usines à gaz, et qu'on laisse travailler de manière très claire. Et c'est tout ce cercle vicieux où, parce que le système ne marche plus, on donne de l'argent, après on reproche qu'ils aient pris cet argent, et dans tous les cas ça ne marche pas. On ne peut pas nationaliser, mais pas dans le sens politique. On ne peut pas aujourd'hui faire vivre d'argent public des sociétés. Il faut revenir à une vraie politique, et la France n'est pas prête à faire ça aujourd'hui, je crois. Mais vos impôts vont pas baisser pour autant, ma chère Bérangère. Tout à fait, d'ailleurs. Voilà, ça sera la conclusion en tous les cas. Merci beaucoup Loïc Le Floch-Prigent pour d'être venu nous voir ce soir dans cette émission que vous connaissez plus que bien. Les vraies voix, Philippe Bilger, merci beaucoup. Sébastien Ménard, merci, bonne soirée. Bérangère Dubuc, merci. Bon retour. Mon cher Philippe, c'était un plaisir. Mais oui, pareillement, lundi vous retrouvez Cécile de Minibus qui va revenir. Bon retour à Toulouse. Et là, c'est les vraies voix qui font rouler la France. Alors on va parler des nouveaux carburants, de l'éthanol et de l'hydrogène. Ça fait 50 ans aujourd'hui. La dernière DS sortait de chaîne. On aura Henri-Jacques Citroën avec nous pour nous parler de ce véhicule mythique. Et on parlera du salon national de l'automobile électrique dont Sud Radio est partenaire. Et tout de suite, c'est l'heure des incontournables de la gestion du patrimoine.